bienvenue avec les applaudissements renouvelés de notre cher public. Gaz Mawete, bonjour, bienvenue. Quel plaisir d'attaquer cette émission avec vous. Toujours la vitalité, le bonheur et de vous accueillir, mesdames et messieurs, à la maison. Vous êtes en direct sur CMidi, lundi, surprise. Et la plus belle surprise pour commencer, c'est vous, Gaz Mawete. Vous êtes né Gaël Kapia Mawete. D'où vient donc le surnom ou nom de scène Gaz? Bah, c'est mes frères, ils m'ont appelé Gaze. Plus je faisais des trucs à la maison, plus je faisais le petit con à la maison, n'importe quoi. Ils ont commencé à m'appeler Gaze et c'est parti comme ça, mes potes. Et ensuite, avec la musique, je me suis dit, Gaël, ça le fait pas trop. Du coup, j'ai gardé Gaze et ça fait Gaz Mawete. Gaz Mawete. Et voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, notre histoire porte aussi sur ça, un jeune truand qui, heureusement, est devenu beaucoup plus posé, qui a changé de vie. C'est le cas pour vous aussi, non? Je dirais ouais, parce que j'étais pas très calme quand j'étais à l'école. J'étais pas très calme. Et j'étais souvent puni. Mais voilà, je faisais la musique pour m'amuser et j'ai continué jusqu'à ce que ça devienne un métier aujourd'hui. C'est super. Gaz Mawete. Gaz Mawete, vous êtes à Abidjan depuis 5 jours. Quel bon vent vous amène? Motif de votre séjour sur la terre ivoirienne? J'étais à Abidjan parce que j'ai participé dans The Voice Afrique francophone en 2016. Mais aux auditions à l'aveugle, j'ai perdu. Ils ne se sont pas retournés pour apprécier mon talent ce jour-là. Et j'ai beaucoup pleuré, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais ce jour-là, tous les membres du jury ont prophétisé en me disant, ils m'ont conseillé en me disant, faut pas que tu t'arrêtes de rêver, faut pas que tu arrêtes de travailler, faut que tu travailles dur parce que dans quelques années, tu vas casser la baraque. Ouais. J'y croyais pas trop, mais j'avais pas envie d'arrêter non plus. Oh. Mais c'était très dur, c'était pénible pour moi, mais j'ai continué, je me suis battu et après, j'ai réussi à décrocher un contrat avec Bomae Music. Aujourd'hui, je suis produit par Bomae Music et ma musique évolue bien. Alors, une carrière en plein succès. Oui, une carrière que je dirais qui évolue plutôt bien. Il y a du succès parce que j'ai fait le Zénith de Paris, j'ai fait le Bercy, j'ai fait plusieurs stades en Afrique et quelques trophées. Donc là, Gaz Mawete a sa revanche sur The Voice Afrique francophone. Quelques nominations, MTV et autres, Afrima, des trophées et tout. D'accord. Et aujourd'hui, The Voice m'invite en tant que guest pour venir donner de l'espoir à tous ces jeunes, à tous ces candidats qui, après une élimination, pensent que la vie s'arrête. Pour leur faire comprendre que moi, je me suis même arrêté aux auditions à l'aveugle, mais aujourd'hui, j'arrive à faire des grands featuring avec les Dadju, Fally Ipupa, Youssoupha et autres. Qu'il ne faut pas arrêter de rêver, peu importe ce qui se passe, tu peux tomber, mais il ne faut pas s'arrêter qu'à la chute. Parce que c'est possible de tomber, de se relever et de continuer la bataille. Merci beaucoup, Gaz Mawete, d'être passé nous voir. En tout cas, bon séjour à Abidjan. Merci. Et plein de succès pour la suite. La prochaine collaboration avec un Ivoirien, peut-être? Ouais, c'est fort probable. Je crois que j'ai déjà des collaborations avec des Ivoiriens, mais je ne les ai pas encore sortis. D'accord, on peut avoir quelques noms? Ketchevara par exemple. Ah d'accord, ok, super, on espère ça pour bientôt. Ouais, et voilà, on vous accompagne, l'établissement privé Gloris de Yopougon est avec nous en studio. Et ils vont vous dire merci, merci Gaz. Et revenez quand vous le souhaitez. Allez, merci, c'était un plaisir. Et voilà. Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette semaine, ça commence plutôt bien. Je sens aussi qu'il y a du grand sourire à côté du PEPS. Carole, bonjour. Bonjour Jean-Michel. Et voilà, bon début de semaine en notre compagnie, mesdames et messieurs. Qui vient surprendre aujourd'hui? Qui vient surprendre un proche? Qui vient surprendre une connaissance en direct sur notre programme? Et pour quel motif? Les prochaines minutes nous le dirons grâce au travail rédactionnel d'Adji Raymond porté par le vocal d'Espérance Kouakou. Il s'en est fallu de peu pour que sa vie soit un échec. Si aujourd'hui, Jean-Rodolphe peut être un modèle pour les jeunes, il le doit à ses parents. Son histoire, il la relate avec beaucoup d'émotion. La rue, Jean-Rodolphe la découvre très tôt. Adolescent inspiré par le style de vie de l'un de ses aînés, un caïd réputé agitateur dans le quartier populaire d'Abobo, PK18 à Abidjan, il rejoint les gangs qui se disputent le leadership dans la commune. Pendant près de 10 ans, de 2000 à 2010, ses quotidiens rythment avec bagarres de rue, alcool, excès de violence et règlement de compte. Il se défend d'avoir touché à la drogue. Bien qu'éprouvés par les dérapages de leur fils, ses parents ne relâchent rien. Les prières et les conseils dont il l'assaillait finiront par porter leurs fruits. Le caïd de la rue qu'il était se transforme progressivement sous leurs yeux jusqu'à ce qu'il se consacre aujourd'hui à la religion en tant que chantre.
C'est pour leur témoigner sa reconnaissance pour la persévérance qu'ils ont mis à rattraper son éducation que Jean-Rodolphe, avec le soutien de ses frères et sœurs, convoque ses parents ce lundi sur le plateau de C'est Midi avec Jean-Michel Ounin. Jean-Rodolphe Écou, notre invité. Bonjour chers guests et bienvenue en plateau. Ici c'est Midi, c'est chez vous. Bonjour Jean-Michel Ounin. Allez, welcome. Bonjour aussi à Carole, Bonjour. juste à côté. Jean-Rodolphe Écou. Bonjour et encore une fois, merci de nous avoir rejoints. Votre enfance a été très mouvementée. Oui. Vous êtes un enfant d'Abobo, c'est là que vous êtes né. Vous avez grandi entre Avocatier et Petit Marché. Vous y résidez encore aujourd'hui à Abobo, à PK18. De 2004 à 2009, les choses se sont aggravées. Vous avez été un crève-cœur pour vos parents avant de vous convertir fort heureusement au Seigneur en 2010. Depuis 2014, votre voix résonne pour l'Évangile en qualité de chantre avec 2 albums au compteur. Ma Victoire paru en 2018 et Démarcation il y a une semaine. Et il est utile d'indiquer que vous êtes également propriétaire d'un point de service informatique. Vous venez nous voir aujourd'hui pour de bonnes raisons. Oui, je viens sur le plateau de C'est Midi pour faire ce que je pense être noble. Voilà, nos parents sont nos dieux sur terre. Et c'est plus facile pour quelqu'un de dire merci à une personne qui ne fait pas partie de sa famille. Mais le plus souvent, on oublie que ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, ce sont nos parents. Donc je veux vraiment, comme il a dit, avec un cœur vraiment sincère, un cœur ouvert, venir dire merci aux yeux du monde entier à mes parents qui ont beaucoup bataillé, qui n'ont jamais désespéré, jamais baissé les bras pour m'aider à être ce que je suis aujourd'hui. Et même quand vous faisiez le fou lorsque vous étiez dans cette période de canaille, quand vos parents à aucun moment ne vous ont livré ou laissé à vous-même? Non, non, ils m'ont donné des conseils. Il arrivait des moments où la main portait, voilà, des corrections par-ci, par-là, jusqu'à un certain âge, mais ils ne m'ont jamais abandonné. Jamais, je n'ai jamais senti ça d'eux. D'accord. Je vous propose de faire un comeback, une sorte de mouvement rétrospectif sur votre enfance, l'ambiance du secteur où vous avez grandi, vos attitudes, vos gestes, vos choix. Parlons-en. Oui, déjà, il faut dire que, déjà tout petit, 7 ans, 8 ans, on avait déjà des modèles. Et les modèles, c'était les cahiers du quartier. Voilà. Entre Abobo, Solibra derrière Rail et Abobo, Solibra devant Rail. Voilà. Donc il y avait 2 groupes de vieux pères, comme on les appelait, qui étaient renommés, qui étaient réputés. Et ces personnes-là étaient pour nous des exemples parce que quand on disait, voilà vieux père tant, voilà vieux père tant, et le nom déjà nous amenait à avoir envie de paraître comme eux. Et qu'est-ce que vous enviez à ces personnes? Vous savez, le plus souvent, les mauvais garçons, comme j'ai l'habitude de dire, sont ceux-là que les filles adorent. Ah, d'accord. Oui, oui. C'est l'impression qu'on avait. Voyez-vous, ils étaient craints par les environs, la communauté et tout. Ils étaient craints, ils étaient respectés. Aussi, on avait l'impression qu'ils avaient tout. Parce que lorsqu'ils sortent, ils viennent, ils ont toujours une nouvelle moto, ils avaient un peu tout. On ne se demandait pas comment cela faisait, comment ça se passait, et puis ils avaient la possibilité d'avoir ceci aussi facilement. Mais on les enviait. Donc l'envie nous poussait à vouloir faire comme eux, à vouloir paraître comme eux, à vouloir leur ressembler à tout prix. Donc déjà à 7 ans, 8 ans par là, on a commencé par les jeux de pierre, c'est-à-dire Abobo, Solibra devant Goudron, contre Abobo, Solibra derrière Rail. Des enfants de 7 ans, 8 ans qui se lapident avec des cailloux pour imposer leur légitimité. Et quand ça chauffait, il arrivait souvent qu'on partait à la maison en repliant. On sortait avec des fourchettes ou même des petits couteaux de cuisine. Tout ça là pour pouvoir être vainqueur. Vous voyez, les choses se sont empirées aux environs de 14 ans. 14 ans où on a pris de l'âge et on s'est lancé tous dans la musculation. Tout ça pour vraiment imposer le nom. Au quartier, on m'appelait maître. Donc, tu ne pouvais pas
avoir le statut ou bien le titre de maître et être un faiblard. Et pour mériter le statut de maître, qu'est-ce que vous avez dû faire ou sacrifier ou prouver peut-être? J'ai beaucoup fait les bagarres. Allons-y sur les détails ou quelques détails. Bien. C'était des bagarres entre... Des bagarres au quartier. Je vais prendre d'abord au quartier. C'est des bagarres que vous allez provoquer ou c'était des bagarres des bagarres provoquées comme des bagarres involontaires. Je vais dire provoquer comment? Au quartier, il y avait une sorte de rituel. Quand une nouvelle personne arrive au quartier, il faut que cette personne-là passe d'abord par le plus faible avant d'arriver au plus petit. J'explique. Au plus fort, vous voulez dire? Au plus fort, voilà. Tu es arrivé au quartier, on va mettre le plus faible en mission sur toi pour que vous deux vous fassiez palabre à tout prix. Si tu l'as frappé, c'était pourquoi? Pour tester pour tester sa capacité avant d'abord qu'il soit introduit dans le groupe. Qu'il le veuille ou pas? Vous dites? Cette nouvelle personne, qu'elle veuille introduire le groupe ou pas, on envoie des gens pour la tabasser, c'est ça? Parce qu'au fait, quand tu viens dans un quartier, tu es amené à aller vers les gens de ta promotion. Mais quand tu viens, on ne te dit pas que tu vas passer par ce test-là. Donc, on est jovial, on t'accueille, mais on sait où ça tu vas passer. Et c'était quoi la technique, technique, provoquer ce type de bagarre? Bagarre d'évaluation, je sais pas, de test de force? Chaque soir, à 16 h, on avait pour habitude de jouer des matchs de foot. Donc, au cours de ces matchs de foot-là, vous savez, quand vous courez, le sang est chaud. Donc là, on anticipait. Donc, le missionné va jouer son rôle là. Si tu l'as frappé, par chance, attends-toi à faire une autre bagarre la semaine. Jusqu'à ce que tu perdes et qu'on sache à quel niveau tu es, à quel niveau de performance tu te trouves. Avant d'être accepté dans le boing. C'est à croire que vous êtes passé par toutes ces bagarres semaine après semaine jusqu'à être le maître de tous vos petits camarades du quartier. Parce que vous les avez tous surclassés à la bagarre. Si. Je vais dire, quand on est arrivé au quartier, c'est nous-mêmes qui avons mis ce projet-là sur pied. Ok, d'accord. C'est nous-mêmes qui avons mis ce projet-là sur pied. Et vos parents étaient-ils informés de tous ces dérapages Non. Ils étaient informés seulement après acte. Ça veut dire, ils sont à la maison, ils sont peut-être en train de déjeuner, on tape la porte, c'est un père et sa mère, et un père et sa femme qui viennent avec leur fils blessé. Ah, voilà ce que votre fils a fait. Donc, on veut réparation. Donc, à chaque fois, c'était comme ça. Et ça, ce sont des choses qui énervent nos parents et les poussent à nous discipliner très sévèrement, en général. Si. Mais d'abord, quand ces personnes-là venaient, maman qui a un tempérament assez posé, essayait déjà de présenter ses excuses, les remonter et puis voir si l'enfant était gravement blessé. Aller à l'hôpital, d'essayer de coudre la blessure et puis donner quelque chose pour qu'il puisse entretenir les soins. Maintenant, il y a l'après. L'après arrivé à la L'after, oui. En tout cas, il arrivait des moments où ça me frappait à trois. C'est l'aîné de famille, papa et maman. Il me bastonnait comme il se devait. Et est-ce que vous ressaisissiez après ces... Non, mais juste après ça, le lendemain, j'étais encore parti. Qu'est-ce qui vous attirait dehors? Quel plaisir vous recherchiez ou vous trouviez à faire tout ça? À jouer le petit truand au quartier? En fait, c'était déjà les modèles. Les modèles. Les modèles pour nous étaient comme des demi-dieux. Voilà. Le grand frère, il vient, quand tu le vois. Avant même de l'avoir connu, tu as connu son nom déjà. D'accord. Et quand tu le vois, tu vois en lui un demi-dieu. Donc tu veux forcément faire comme lui. Donc vous recherchez cette réputation de bad boy, comme vous le disiez, respecté, craint de tous. D'accord. Et pourtant, vous étiez mis à l'école? Si. À l'école, je veux dire que ce comportement m'a suivi à l'école. À l'école, je suis arrivé à l'école en 6e. En 6e déjà, je me suis fait remarquer. Pas forcément de la meilleure des façons, mais toujours dans les bagarres et autres. Et c'est l'année qui a suivi, en 5e, que la FESI m'a fait appel. Donc je suis entré dans la FESI de l'école. Et là encore, c'était pas bon. Dites-nous pourquoi? Parce que là, les cours, lorsqu'il y avait des devoirs de
de niveau qu'on n'était pas préparé, c'était tout de suite le coup de sifflet. On donnait des raisons un peu farfelues là, imaginaires pour interrompre ce devoir-là. Les toilettes ne sont pas bien nettoyées, tout ça pour annuler, pour empêcher qu'il y ait ce devoir-là. Avec certains professeurs aussi, on avait un semblant de partenariat. Le deal, en fait, on va dire. Parce que, à leur coup, bizarrement, on était dehors à la boutique. D'accord. Mais bizarrement, quand il y a interrogation derrière nous, on a la meilleure moyenne. Et c'était... Ok, d'accord. C'est parce qu'ils avaient peur ou bien... Vous avez un deal avec... En tout cas, la question est bien. Vous avez un deal avec des professeurs qui vous permettaient d'avoir de bonnes notes, quoique absents pendant leur cours. Qu'est-ce qu'ils gagnent en retour? Parce que dans un deal, il y a ce qu'on offre et ce qu'on gagne en retour. Juste après les cours, on partait s'asseoir au bistrot, on leur offrait des bières, des vins. Et au-delà de ça, pour ces professeurs-là, ils aimaient beaucoup les jeunes filles. Voilà. Et nous, comme je disais tantôt, les bad boys sont beaucoup aimés par les jeunes filles. Bizarrement, à ce temps-là, c'est ce qui nous paraissait. Et c'est ce qui était évident. Donc ces professeurs-là, voyant ça, ils nous approchaient. Ah, telle fille dans telle classe-là, ah, elle est jolie, elle me plaît. Est-ce que je vais laisser ça? On va gérer ça pour toi. Et en retour? En retour, fais ce cours, on est dehors, mais on a moyenne. Et puis quand tu es dans moyenne, là aussi, toi aussi tu es fier d'aller ta classe, ça soit en classe. On va faire comment? Non, moi, c'est avec Dieu, moi, c'est le mois où je suis en train de l'écouter. Moi, je dis, ah, ses parents vont venir, n'a qu'à parler le cœur ouvert. Waouh! Mon vieux n'est pas encore rentré dans tous les détails. Les mois tu as fait là, t'as pas filmé tout ça là, t'as pas tué, t'as pas sorti. Ah, mon vieux, Kiki, t'as pas dans la rue à t'appeler maître, Kiki, t'as pas violé tout ça là. Si t'as pas parlé à cœur ouvert, ton vieux a venu, moi, il dit, n'a pas te citer. Moi, je suis prêt. Je suis prêt même. Jean-Rodolphe, comme vous dit, Madou Pras, jusqu'où vous êtes allé? Voilà. Les pires choses que vous avez commises en tant que canaille dans la rue? Les pires choses. Bizarrement, je n'ai jamais été attiré par la drogue. D'accord. Parce que... Le crime? Parce que je vais justifier là. Et on va aller step by step. La drogue, vous avez dit non? La drogue, je n'étais pas. Parce que pour nous, le drogué, il finissait sa force. Et quand tu fumes, tu deviens faible. D'accord. Nous, on est les bagarreurs. Okay. Donc, on prenait soin de nos physiques. Donc, la cigarette, la drogue, on n'était pas dedans. D'accord. Le crime, vous avez touché? Non, je n'ai pas touché au crime. Le viol? Non, non. Pas du tout. D'accord. On n'est pas fiers de toutes ces choses. Hein. On essaie tout simplement, on évoque ça pour voir la gravité de votre expérience et en plus mieux apprécier la beauté du changement qui en a suivi. D'accord. Alors vous nous dites qu'aujourd'hui que vous avez trois de vos amis qui ont été abattus dans le processus et 6 qui se retrouvent aujourd'hui en prison. Comment vous vivez ça? Bon. Aujourd'hui, avec du recul, je vois que c'est un peu navrant. C'était des amis d'enfance? Des amis d'enfance. Avec qui on a fait beaucoup de choses. On a partagé des bons moments comme de mauvais moments. Mais ils n'ont pas eu la chance, à un moment donné, d'avoir de bons conseillers. Et ça a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, ils se sont rangés dans la drogue, le viol et autres. Donc ça les a conduits sans hésiter là où ils sont aujourd'hui. Et quand je pense à ça, j'ai un peu mal parce que c'était pas dans nos programmes de départ. Je me dis que si, à un moment donné, en tant que chef de groupe, j'avais fait en sorte que cela se stoppait, aujourd'hui, tout ça n'allait peut-être pas arriver. Mais dans l'euphorie, dans la volonté de vouloir ressembler, paraître aux vieux pères qui étaient devant nous, qui n'ont pas été vraiment de bons modèles, qui ne nous ont pas encouragés à choisir le bon chemin. Ils ont persévéré dedans et aujourd'hui, ils sont là, ils se retrouvent là. D'accord. Quand vous avez eu le déclic, vous, qu'est-ce que vous avez fait à votre niveau pour emmener vos amis vers le bon côté? Quand vous avez changé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous savez, déjà, c'est un peu compliqué pour quelqu'un qui a déjà une idée arrêtée de changer. Ça prend des étapes, ça prend un temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et le temps, je n'ai pas eu assez de temps avec eux parce que
Quand j'ai commencé à véritablement suivre les parents à l'église, les parents nous ont fait déménager. Donc on a aménagé à PK18. De là-bas à Bobo, venir à chaque instant, c'était un peu compliqué. Donc le fait de ne pas être toujours ensemble, ça diminue un peu les liens. Donc quand tu venais maintenant pour les expliquer, oh, toi tu es devenu petit Jésus. Ah, tu as fait le faux caïn ici, tu es devenu petit Jésus. Tu nous dit quoi? Hein? Là c'est pour toi. Là. Alors on prend des biens même. Voilà. Donc, est-ce que vous avez pu visiter vos amis en prison depuis lors? Je suis parti une fois, mais là-bas, quand tu arrives, tu as l'impression que tout le monde te connaît. Tu as l'impression que tout le monde, tu ne le connais pas, mais tout le monde te connaît. Donc on est arrivé, ça fait un peu pitié donc. D'accord. Un peu pitié. Ok, d'accord. Alors, comment à partir de quel moment vous commencez à prendre conscience, à vous apaiser? À partir de... À devenir raisonnable? À partir de la 3e. Ok. La troisième a été une année de grâce pour nous parce que, comme je disais, nous, on ne faisait pratiquement pas le cours. On était dehors, à la boutique. Et on a eu la chance d'avoir un professeur de français. Ce professeur de français, il était pasteur. Pendant qu'on était dehors, et même quand lui, il avait cours, il sortait partir nous chercher. Et nous envoyait en classe. Et peu importe là où on se trouvait, parce que ça devenait agaçant. Donc il fallait qu'on change de lieu à chaque fois. Mais il avait toujours quelqu'un pour l'orienter où on était. Donc, il laisse ses cours. Non seulement il partait nous chercher, et au lieu de nous laisser dans nos classes et partir continuer ses cours, il faisait signe au professeur qui était là en ce moment. Et il prenait pratiquement 30 minutes pour nous exhorter tous dans la classe. Pendant 30 minutes. Il vous annonçait l'évangile. L'évangile. Pendant 30 minutes, il donnait des conseils. Et c'est ce qui a permis à chacun d'entre nous d'avoir le BPC. Parce qu'à un moment donné, ça nous a permis de prendre un peu conscience. Bon, enfin, on prend ça et puis, on nous a dit non, même si vous voulez faire ça là, ayez au moins le BPC, présenter à la gendarmerie, ou passer un concours de l'armée. Là-bas, vous allez bien exprimer ce que vous ressentez dans vos corps là. Donc on a dit d'accord, on va essayer. Ça a été bénéfique pour nous. Donc déjà, lui, il a fait à son niveau l'effort qu'il pouvait. Et les parents qui ne vous ont jamais laissé, justement, comment c'était de façon pratique s'exprimait cette sorte de ténacité des parents à continuer de vous pousser vers le bon chemin malgré tous ces écarts et ces raccourcis, ces mauvais choix que vous faisiez? Je veux dire que l'évangile a été beaucoup un apport. Parce qu'ils étaient chrétiens. Donc, ils le sont toujours? Ils sont toujours. D'accord. Ils étaient chrétiens à ce moment-là, donc c'était difficile pour eux déjà de baisser les bras. À la maison, ils avaient implanté une cellule de prière. Une cellule de prière. Si tu ne viens pas prier, tu ne vas pas manger. Donc on va faire pour toi, quand tu vas venir là, tu vas venir rester ici. Or, le plus souvent, quand tu sors et que tu es dans le jeu des hasards, comme le dit le mot, le jeu des hasards, c'est pas sûr que tu gagnes. Voilà, à la maison, on disait là-bas, c'est au gratuit. Donc, si au gratuit, encore, tu tapes poteau, ah là, la nuit, c'est pas bon pour toi. Alors, tout ce que vous partagez comme prière, message au sein de ces réunions de prière familiale, vous a finalement aidé à vous ressaisir? Ça m'a aidé un peu, ça m'a aidé beaucoup. Mais c'est lorsque je suis arrivé à l'église pour la première fois. Ok. Et que... Vous n'alliez pas à l'église malgré que vos parents sont chrétiens ou étaient chrétiens, peut-être pour... Non. Donc vous arrivez vous mettez pied à l'église pour la première fois en quelle classe ou en quelle année? Je mets un peu en seconde. En classe de seconde, d'accord. Et qu'est-ce qui s'y passe? J'arrive à l'église. Ce jour-là, bizarrement, le percussionniste n'était pas là. D'accord. C'est parce que le pasteur a vu en moi, il dit, toi, viens jouer la percu. J'ai jamais joué percussion. Mais il dit, viens jouer, ça fait rien. Puis bon, je me suis débrouillé. Ils ont apprécié. Les conneries qu'ils faisaient là. Le peuple de Dieu chantait, dansait. Le peuple de Dieu chantait, dansait. Donc ça a touché quelque chose en moi et j'ai eu un tic. Après le culte, il m'a remis le tambour, il a dit, va essayer à la maison, exerce-toi. Et il n'a pas vérifié la pomme, tout ça, la passé.
La femme va les paumes bien dures. Bien dur. Ok, donc à partir de ce moment, vous commencez à vous sentir un peu comme chez vous dans cette communauté? Si. Mais... Et le changement se produit littéralement grâce à quoi ou à travers quoi ou quand? Parce qu'on parle souvent dans votre milieu de rencontre avec le Christ et tout ça. Si. Quand j'ai décidé de continuer à l'église, j'ai eu la chance d'avoir un grand frère qui m'a conseillé. Mon grand frère, c'était lui qui était d'abord le premier chrétien de la famille. Et le deuxième, on dit le sport apaise. Donc trouve-toi un sport où tu vas pouvoir dégager tout ce taux d'énergie-là. Et je pense que tu vas t'apaiser. Lui, il a beaucoup de chance. Généralement, les gens, quand ils changent de religion, soit ils voient une lumière, ou bien ils font les trucs, mais lui, en même temps, il a la chance d'avoir les grands frères. Okay. Toi, c'est un particulier. Mauvais, c'est pas un vrai voleur. Vrai voleur, hein? Le vrai voleur faire quoi? Non, vrai voleur, c'est ça. Il a fait des choses, ouais, attention. Moi, il a pompé en attendant. Madou, merci. Allez, nous avons une excellente visite, je dirais une visite distinguée sur ce plateau de ces midis, celle de M. Amadou Coulibaly, qui est le ministre de la Communication, des Médias et de la France. Je demande à faveur de applaudissements pour recevoir notre cher ministre. Monsieur le ministre, bonjour et bienvenue. Veuillez vous asseoir. Bonjour. Voilà, un standing ovation offert par tous ces jeunes, justement à vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre, de nous accorder cet honneur exceptionnel. Vous êtes en ce moment en visite au sein de la RTI. Nous sommes très ravis de vous avoir. Bonjour et bienvenue, monsieur le ministre. Bonjour. Toutes nos félicitations. Depuis le 6 avril, vous êtes notre nouveau ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie. Comment vous avez accueilli cette nouvelle pour parler de votre expérience personnelle? Comment vous l'avez appris et puis vécu surtout? Avec beaucoup de surprises déjà, mais en même temps avec beaucoup d'honneur. Parce que je pense que c'est un honneur que de se voir désigné dans un gouvernement sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République. Quand vous connaissez le parcours de ce monsieur, quand vous connaissez sa rigueur au travail, je pense que c'est un grand honneur que de travailler dans son gouvernement avec lui, sous bien sûr, je dirais, la direction du Premier ministre Hachi Patrick, qui a bien voulu nous proposer au chef de l'État, donc qui a adhéré à cette proposition. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et je dirais également beaucoup de responsabilité. D'accord. On peut déjà sentir que vous êtes un homme d'action puisque vous n'avez pas perdu de temps, vous êtes déjà sur le terrain. Ici, cette étape de la RTI était très importante pour vous? Votre programme? Oui, déjà, c'est une tradition que chaque ministre de la Communication respecte, celle de rendre des visites de prise de contact à toutes les structures sous tutelle, et nous ne pouvions pas échapper à cette tradition. La seule chose que nous avons ajoutée, c'est que ces visites soient assorties de séances de travail, et c'est ce que nous faisons partout pour avoir le temps in situ, d'avoir une bonne appréciation de la situation des différentes structures, pour qu'une fois retournés au cabinet avec les différents collaborateurs, nous puissions voir dans l'urgence les solutions qui peuvent être apportées à court terme et à plus ou moins long terme. Je sais que la RTI est une chaîne que vous connaissez très bien, vous êtes d'ailleurs un professionnel de la communication, vous en savez beaucoup, vous avez été enseignant aussi par le passé, vous avez d'excellents contacts avec les journalistes grâce à vos fonctions précédentes. Alors vous savez aussi que le public ivoirien est très exigeant envers la télévision nationale, il y a des attentes spécifiques. Qu'est-ce que vous comptez, vous, déjà de l'expérience depuis l'extérieur, et maintenant que vous êtes notre nouveau patron, apporter comme réforme, révolution ou même lobby en faveur de la télévision nationale à la RTI? C'est vrai que par mes fonctions passées, j'ai eu un bon contact avec la presse. Tout à fait. Vous imaginez qu'à partir de ce moment, les attentes sont grandes.
parce que vous suscitez beaucoup d'espoir. Justement. Et nous ferons tout ce qui est de notre pouvoir pour ne pas décevoir ces espoirs, bien entendu. Pour ce qui est des réformes, vous savez, l'administration est une continuité. C'est l'occasion de rendre hommage à mon prédécesseur, le ministre Touré Sidi, qui avait engagé déjà beaucoup de réformes que nous allons poursuivre. Nous nous engageons dans cette voie. Mais déjà, comme je l'ai dit, lorsque nous avons rencontré l'ensemble du personnel, nous nous engageons auprès de la RTI pour l'accompagner dans sa modernisation. Je connais la boîte. Ce studio, il est nouveau. C'est une belle évolution. J'ai eu l'occasion de visiter les différents studios. J'ai pu voir du matériel de qualité, du matériel de pointe. C'est pour ça qu'une de nos premières urgences, c'est de stabiliser tout ce matériel qui a été acquis chèrement en, je dirais, réhabilitant tout le système électrique de la RTI, parce que c'est du matériel qui coûte cher et c'est la première urgence que nous avons identifiée. Pour le reste, nous aurons une séance de travail tout à l'heure avec donc, le comité de direction. Ce sera l'occasion d'aller plus en profondeur dans les besoins de la maison et ce sera cash. Nous dirons ce que nous pouvons et nous dirons ce que nous ne pouvons pas. D'accord, sans souci. Alors, on ne saurait vous laisser, on ne saurait vous laisser sans un dernier mot, peut-être à l'endroit de toute la profession ou de toute la maison, maintenant que vous êtes là, appelé à cette nouvelle fonction. C'est les exhorter à continuer à travailler avec professionnalisme, comme ça l'a toujours été, continuer à donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit pour la RTI ou pour la presse dans son ensemble. Notre presse a fait un grand bond qualitatif quand on regarde ce qu'elle était dans les années 90, au moment donc, du printemps de la presse, comme le disait, avec l'avènement du multipartisme. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'un grand bond a été fait, mais il reste beaucoup encore à faire en raison donc, de l'évolution du domaine des médias, en raison aujourd'hui de l'avènement des réseaux sociaux. Tout cela, c'est autant de défis qui s'imposent à la presse dans son ensemble et aux médias également en particulier. Vous savez très bien que nous avons de plus en plus de web télé qui naissent. Il faut pouvoir trouver un cadre pour pouvoir réguler tous ces nouveaux médias, j'allais dire. En tout cas, beaucoup de courage et de succès dans votre nouvel office, monsieur le ministre. Vous savez que les médias, c'est des connexions. Hein, voilà. Donc j'ai envie de vous connecter au thème de ce jour avant de vous laisser partir. Le thème, c'est ancien caïd de la rue. Et l'invité est juste en face de vous. Jean Rodolphe a une déclaration à faire à ses parents. Donc, Jean Rodolphe est maintenant une nouvelle personne qui veut dire merci à ses parents qui ont été toujours loyaux, persévérants, résilients dans son éducation, qui ne l'ont jamais abandonné alors qu'il était ingérable et quasiment irrécupérable. C'est ça un peu, voilà, c'est l'idée de ce programme. Je vous dis toute la vérité, au fait c'est un ancien vagabond, un ancien volet. Maintenant, il a changé de choses maintenant, des statuts, maintenant il est correct, il va à l'église. Mais monsieur le ministre, vous avez été enseignant, lui dit avant là, il cherchait les femmes pour donner aux enseignants, leur donner une note. Monsieur, il faut donner un conseil. Voilà, aïe. Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui font ça encore, monsieur le ministre. Voilà, Madoupra, ça a été. Voilà, c'est Madoupra, moi là, ma main, c'est assis et vous regardez. D'accord, voilà. Fort heureusement, je n'ai pas connu. Alors, monsieur le ministre, votre mot sur, voilà, sur cette thématique qu'on vient de partager avec vous. Non, son expérience m'inspire une seule chose, c'est l'espoir. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais désespérer. Il ne faut jamais considérer que quelqu'un est perdu. Mais cet espoir, il tire son fondement dans l'amour. Quand vous parlez des parents qui n'ont pas abandonné, qui n'ont pas désespéré, mais ça, c'est la force de l'amour. Avec l'amour, on arrive à faire beaucoup de choses. Et c'est cet amour-là qui a certainement permis aux parents d'avoir l'espoir de le voir devenir un être meilleur. Mais cela ne se fait pas aussi sans saluer son mérite. Parce que une chose est d'avoir tout cet environnement autour de soi et une autre est d'en prendre conscience et de voir un peu tout le bonheur qu'on peut apporter aux siens en devenant un être meilleur. Mais ça aussi, c'est l'amour et je suis persuadé que l'amour de ses parents a participé à sa transformation pour pouvoir s'intégrer dans notre société. Et l'amour...
Merci beaucoup. L'amour pour votre métier, vous n'en manquez pas du tout. On a des preuves. Et l'amour aussi pour ce milieu que vous dirigez aujourd'hui, les médias. Nous prions le Seigneur que cet amour aussi vous porte à faire, pourquoi pas, d'excellentes réformes et à marquer de façon indélébile votre passage, bien sûr, au poste du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie. Bonheur et bénédiction à vous, monsieur le ministre, monsieur Amadou Coulibaly. Et merci d'être passé sur notre plateau. C'est un plaisir. Nous accompagnons avec les applaudissements. Mesdames et messieurs, l'enchaînement tout de suite avec la page commerciale. On revient pour recevoir les parents de notre invité, bien sûr, Jean-Rodolphe Ekou. Nous avons été rejoints par monsieur Ekou Edoukou. Vous êtes révérend, bonjour et bienvenue. À vos côtés, votre épouse, madame Yapo Odette, qui est donc madame Yapo Odette Edoukou. Vous êtes pasteur. Alors, nous allons aller direct à l'essentiel. Vous avez été convoqué parce que quelqu'un veut aujourd'hui vous faire une surprise en direct sur le plateau de CMidi. Vous allez découvrir son identité et nous dire si oui ou non vous souhaitez l'écouter ou la rejoindre en plateau. Regardez cet écran. Affiche ce visage. Est-ce que vous le reconnaissez? Qui c'est? C'est votre fils. D'accord. Ok. Il veut vous parler. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter maintenant? Allez, vous allez donc me suivre sur les applaudissements du public de CMidi. Voilà un plateau. Par à droite. Asseyez-vous, asseyez. Voilà, installez-vous. On se retrouve juste après ça. Et nous sommes de retour. Edoukou, notre invité. Edoukou, en face de vous, vos parents. On ne perd pas de temps. Allez, vous vouliez les inviter aujourd'hui pour une raison bien précise. Ils vous écoutent. Papa, maman, avant de commencer, je vais me mettre en genoux. La Bible déclare que vous êtes nos dieux sur terre. Vous avez permis que je devienne une personne plus noble, une personne plus sage. Malgré tout ce que je vous ai fait endurer, je n'ai jamais été l'enfant modèle dont les livres parlent. Mais vous avez toujours eu un cœur pour moi. Quand j'avais besoin de finances, pour mon premier album, vous m'avez soutenu. Mon deuxième album, vous m'avez soutenu. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on est d'une famille nombreuse, 9 enfants, gérer 9 enfants, ce n'est pas facile. Mais vous avez été présent à mes moins petits besoins. Aujourd'hui, d'un cœur vraiment ouvert, vous offrir une voiture, une maison, serait beau aux yeux du monde. Mais l'opportunité que la RTI nous offre est quelque chose de remarquable, quelque chose d'honorable. Je vais vous dire vraiment merci. Merci. Et merci. Pour avoir permis que je sois transformé par vos prières, par leur patience, par votre amour, patience par votre patience. Je veux vous dire merci. Il y a maman qui est tout en larmes, tout en pleurs. Voilà, c'est un moment d'émotion. Merci beaucoup à la famille Edoukou, au pasteur Edoukou et à son épouse. Voilà, pour ce bel exemple de parenting. Alors, un dernier mot. Après tout ce que nous venons d'entendre et de vivre en votre compagnie, sûrement avec vous, Monsieur Edoukou, ou Pasteur Edoukou, voilà, pour être plus précis. Je voudrais ici présent... Révérend Edoukou, d'accord. Révérend Edoukou, dire merci d'abord à l'assistance, à tous ces frères et sœurs qui sont là. Dire aussi merci à ce petit
qui a reconnu et reconnaît les bienfaits de ses parents. Donc, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à dire. Je prie le Seigneur pour qu'il l'accompagne dans ses œuvres. D'accord. Merci beaucoup. Et c'est ici que s'achève cette émission. On vous embrasse très fort. Et bon courage à vous aussi à la maison si vous êtes un parent avec des enfants qui vous compliquent la tâche. L'exemple est donné. Patience, amour, prière. Et le changement viendra. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Merci, le cher public. L'établissement privé Gloris Léo-Pougon. Et merci à toute l'équipe technique. Monsieur Carole, Philo. Bonne journée. On se retrouve demain pour un autre numéro de C'est Midi sur RTI 1. Plein de bonheur.